Au début du mois de juin 2016 est paru dans la revue du FMI, le Fonds monétaire international, un article inhabituel, annonçant que le néolibéralisme avait été survendu et qu'il avait provoqué de bien nombreux problèmes, dus entre autres aux politiques d'austérité et à l'ouverture des marchés de capitaux. Il est sacrément étonnant que cet article puisse provenir du FMI, institution néolibérale si elle en est, et non d'auteurs altermondialistes habituels. Cela signifie-t-il que le néolibéralisme risque d'être bientôt enterré dans les cimetières des doctrines obsolètes? Pas vraiment. Et au lieu de faire de la prospective hasardeuse, on va s'attacher dans ce deuxième numéro de Politicon à revenir aux sources du néolibéralisme et à dissiper les nombreux malentendus que ce terme recouvre trop souvent. Avant toute chose, précisons que le néolibéralisme que l'on définit par le rejet de l'État social et par la défense inconditionnelle du libre-échange n'est pas une doctrine ou une idéologie parfaitement unifiée. Il existe plusieurs courants, plusieurs auteurs qui se contredisent parfois. On va donc poser les bases communes du néolibéralisme en partant de son ennemi, l'État-providence, et on poursuivra sur ses sources intellectuelles, et particulièrement celle de Friedrich Hayek, pour lequel il est contradictoire de parler de justice sociale. On terminera sur l'interprétation et la critique du néolibéralisme par les philosophes et sociologues Pierre Dardot et Christian Laval, qui s'inspirent du philosophe Michel Foucault. Commençons donc par étudier le néolibéralisme contre l'État-providence. Le néolibéralisme tel qu'on l'entend aujourd'hui est né d'une réaction à l'encontre du développement de l'État-providence inspiré par les travaux de l'économiste John Maynard Keynes, et plus particulièrement de son livre de 1936, Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Économiquement parlant, les réflexions de Keynes ont été une des clés de voûte essentielles du développement de l'État-providence. Contre l'économie néoclassique et la doctrine du laisser-faire, Keynes encourage l'intervention de l'État sur le marché. Dans son ouvrage Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, Keynes insiste sur le fait que le marché ne peut à lui seul résorber le chômage et que l'État doit apporter son soutien, notamment en période de crise, par des politiques de relance. Cela se caractérise par un soutien à la consommation et à l'investissement. C'est la mise en place de droits sociaux et de protection sociale qui doit pouvoir permettre de favoriser ces politiques. Par la suite, le texte canonique de l'État-providence paraît en 1942. Il s'agit de Social Insurance and Allied Service de William Beveridge, qui initie le plan qui porte son nom. Il s'agit d'instaurer une véritable sécurité sociale par laquelle les citoyens doivent être libérés du besoin et protégés des aléas et risques de la vie. Chômage, maladie, vieillesse, accidents du travail, etc. La lutte contre le chômage est essentielle car le plein emploi est une condition essentielle de la perduration du système. C'est en effet la montée du chômage, dans les années 1970, qui sera l'un des facteurs décisifs de la remise en cause de l'État-providence. Politiquement, on se trouve dans une social-démocratie qui se fonde sur un principe noté par les politologues Alain Bergogneau et Bernard Manin de compromis social. De compromis social entre l'État, plus le patronat, et la classe ouvrière. Compromis qui se réalise quand la classe ouvrière ne se révolte pas contre le capitalisme en échange de politiques de redistribution qui lui permettent de vivre décemment. Ce que l'on appelle les 30 Glorieuses accompagne l'apogée de l'État-providence, qui dure jusqu'aux années 70 et la crise pétrolière de 1973. L'État-providence devient alors un modèle de plus en plus controversé, à la fois moralement et économiquement. Des facteurs économiques semblent contredire son efficacité prétendue. L'inflation atteint des taux importants et le chômage monte de manière quasi irrémédiable. L'écart entre les salaires se creuse et la précarité se répand sur le marché de l'emploi. La dimension de l'échec économique de l'État-providence va alors profiter au néolibéralisme qui attendait patiemment son tour depuis les années 40. Passons maintenant à l'étude des sources intellectuelles du néolibéralisme. Pour remonter aux sources du néolibéralisme, il faut remonter à un homme, Walter Lippmann, journaliste américain, désireux de refonder le libéralisme, trop ancré selon lui dans la défense de l'économie de marché. Lippmann veut aller à l'encontre de la doctrine du laisser-faire, mais également de l'État-providence. Pour convaincre, il participe à un colloque autour de son livre « La Cité libre ». Ce colloque a lieu en 1938 et porte désormais son nom. Deux camps s'opposent très vite.
Les libéraux interventionnistes contre l'ordolibéralisme allemand et les économistes de l'école autrichienne, menés par Friedrich Hayek et Ludwig von Mises. Ces derniers veulent réduire considérablement l'intervention de l'État. C'est dans cette perspective qu'à partir de 1947, dans un petit village suisse, que vont se réunir tous les ans de nombreux économistes et intellectuels. Le but est de discuter de la refonte du libéralisme par la défense du libre marché et des libertés individuelles. C'est la Société du Mont Pèlerin, think tank avant l'heure qui va pendant des décennies tenter de diffuser et d'imposer les idées néolibérales au monde. Et ça va marcher. L'ascension au pouvoir de Ronald Reagan aux États-Unis et de Margaret Thatcher au Royaume-Uni a symbolisé pendant un temps le succès du néolibéralisme, inspiré en ce qui concerne les questions économiques par les travaux de Hayek, mais aussi, on le verra, d'un certain Milton Friedman, et a paru marquer l'échec définitif du modèle de l'État-providence. Étudions de plus près Friedrich Hayek. Hayek développe une pensée complexe et cohérente qui trouve son incarnation la plus aboutie avec son grand livre, en 3 volumes, Droit, législation et liberté, paru entre 1973 et 1979. Il met en place une construction intellectuelle à même de justifier la non-intervention de l'État dans les affaires économiques. Il existe selon lui un ordre spontané, le cosmos, qui régule la société sans qu'il y ait besoin d'intervention directe de la part de ses membres. La catalaxie se caractérise par la complète harmonisation de la liberté individuelle et du marché économique. Pour Hayek, en effet, le marché est le système d'information le plus sophistiqué. Pour Hayek, toute volonté planificatrice est vouée à l'échec, car personne n'est capable d'avoir une connaissance assez large et à long terme de l'ordre social et économique. C'est par le jeu de la catalaxie, donc de l'ordre spontané, que l'on peut comprendre comment agir. Les marchés, par le jeu de l'offre et de la demande, participent à la formation du système des prix et créent par là une information toujours fluctuante mais garantie. Les économies relativement planifiées de l'État-providence, et plus encore celles des régimes dits communistes de l'URSS, sont vouées à l'échec car elles outrepassent pour Hayek les limites de la raison humaine en croyant pouvoir prévoir ce que les membres d'une société auront besoin. À partir de cette réflexion, Hayek exprime le manque de pertinence et le non-sens qu'il y a à parler de justice sociale. Hayek possède une conception procédurale de la justice, comme Rawls si vous vous rappelez bien. Ce qui est juste, ce sont les règles et non les résultats quels qu'ils soient. Seuls les individus et leurs actions peuvent être dits justes ou non. Prétendre que la société n'est pas juste n'a pas de sens car c'est lui donner une dimension anthropomorphique. La société n'est pas une personne, ce n'est même pas grand-chose. Rappelez-vous Margaret Thatcher pour qui la société n'existe pas. Une société ne peut donc être dite juste ou injuste. Seuls les individus comptent. Dès lors, toute action de redistribution est injuste et se résume à du vol. Elle est une atteinte sévère à la liberté et à la propriété privée de chacun, qui va, qui plus est, à l'encontre de l'efficacité économique. En revanche, il est possible de prélever un impôt afin de financer des services minimaux que, selon Hayek, l'État se doit de promouvoir afin de garantir la bonne marche de la catalaxie. La sécurité, la justice, le droit, mais aussi la santé et l'éducation. Hayek est donc un auteur plus subtil qu'il n'y paraît, et en cela il est plus proche du libéralisme classique qu'un Milton Friedman auquel on l'associe souvent. Hayek se définirait bien plutôt comme un libéral radical. Milton Friedman, si l'on suit Catherine Hodard dans son livre « Qu'est-ce que le libéralisme ?», est plutôt du côté de l'ultralibéralisme, qui pour Hodard est une trahison du libéralisme classique en ce qu'il rejette totalement les critères éthiques sur lesquels juger les théories sociales et politiques. Alors que Hayek demeure un vrai libéral en ce qu'il défend un libéralisme politique et un libéralisme économique, Friedman, entre autres, ne retient que le versant économique du libéralisme et rejette l'État de droit en faisant du marché la seule source de socialisation humaine. Selon Catherine Hodard, le vrai inspirateur de Pinochet, Reagan ou Thatcher n'est pas exactement Hayek, mais bien plutôt Milton Friedman qui a initié la révolution conservatrice et ultralibérale des années 80. Ce que l'on appelle communément dans les médias néolibéralisme serait en fait l'ultralibéralisme. Le néolibéralisme serait donc en fait un interventionnisme qui s'ignore, et on va le comprendre encore plus précisément en évoquant une critique du néolibéralisme.
Je tiens à préciser qu'en présentant Hayek, on se trouvait dans le cadre théorique du néolibéralisme. À présent, je vais présenter une critique du néolibéralisme tel qu'il s'est institué concrètement depuis les années 80. Étudions maintenant le néolibéralisme comme gouvernementalité. Le mot fait un peu peur, mais on va vite comprendre de quoi il s'agit. Inspirés par les travaux de Michel Foucault, Pierre Dardot et Christian Laval, dans leur livre « La nouvelle raison du monde », cherchent à montrer comment le néolibéralisme peut être pensé comme un dispositif qui cherche à mettre en concurrence les individus, de la même manière que les entreprises dans le système capitaliste. Cela passe par la figure de l'entrepreneur soi-disant libre. L'ubérisation, dont on a tant parlé, c'est tout à fait ça. Chacun devient le client ou le patron de l'autre. Et pour cela, il faut un État fort qui puisse mettre en œuvre ce que Foucault appelle une gouvernementalité. Il s'agit de donner aux idées de responsabilité individuelle et de mérite une place essentielle. Cela permet de culpabiliser les plus pauvres et les bénéficiaires de l'État-providence, de pouvoir parler d'assistanat, comme si les conditions de vie des gens, c'était uniquement de leur faute. Le néolibéralisme, c'est donc la production d'un individu nouveau, totalement gouverné par les principes économiques de la libre concurrence et du capitalisme moderne, et ce, dans tous les aspects de la vie en société, santé, éducation, justice, etc. À cet égard, tout doit être mis en concurrence, non seulement les individus, mais aussi les services, la police, la santé, les écoles, les juges, les politiques. La notion de service public disparaît derrière le grand marché de tout ce qui peut se quantifier. Dans leur dernier livre, Ce cauchemar qui n'en finit pas, comment le néolibéralisme défait la démocratie, Dardot et Laval montrent comment le néolibéralisme est un système qui parvient à ses fins à l'aide de la précarisation et de la surveillance des populations. Le néolibéralisme a besoin de l'État. On voit donc encore en quoi c'est un interventionnisme. Il a besoin de l'État pour nouer un nœud coulant autour des peuples, comme l'a parfaitement montré pour eux la crise de la dette grecque. C'est ce que montrait déjà Foucault dans son cours au Collège de France, Naissance de la biopolitique. L'individu néolibéral est un individu gouvernable, qui est dirigé vers un modèle de vie calqué sur celui du monde de l'entreprise. Tout cela finit par servir l'oligarchie au pouvoir, qu'elle se dise de droite ou de gauche. Le néolibéralisme apparaît alors comme un projet véritablement antidémocratique, qui illustre bien pour les auteurs l'évolution de l'Union européenne. Il y a un texte assez remarquable qui a été publié en 1993, qui est une interview accordée par Castoriadis à un journal catalan. Et lui, il parle, donc l'interview a été faite en 1992. Il parle très précisément de l'Europe, il parle en 1992 de l'Europe, et il dit soit ça continue d'être ce que c'est et ça va se transformer en une gigantesque machine bureaucratique qui va opprimer les peuples, soit on prend une autre voie qui est celle d'une fédération démocratique des peuples européens. Nous sommes effectivement pour la construction d'une autre Europe, mais pour ça, il faut commencer par jeter de nouvelles fondations. Et on ne peut le faire que si on part des citoyens européens, en rupture totale avec les traités. Si vous avez aimé le néolibéralisme et l'ultralibéralisme, vous allez adorer le prochain épisode de Politicon, sur un courant de philosophie politique qui pousse très loin le dispositif intellectuel d'un libéralisme exacerbé. J'ai nommé le libertarisme ou le libertarianisme, en anglais, libertarianism. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu et à vous abonner.